D'abord, laissez-moi régler une question tout à fait personnelle, parce que Mademba l'a posée la dernière fois par l'intermédiaire de René. Ça fait 9 ans que je ne milite plus dans un parti politique. 9 ans. Depuis 2017. Je ne milite plus dans un parti politique. J'ai entendu l'autre jour un journaliste dire de manière absolue, mais Mamadou Ndoye est un politique. Parce que j'ai été un politique, je suis toujours un politique. Pourquoi je ne suis pas syndicaliste? Parce que j'ai travaillé dans le syndicat plus activement même qu'au niveau politique. Pourquoi Mamadou Ndoye n'est pas un syndicaliste? On dit Mamadou Ndoye est un politique. Ça fait 9 ans que j'ai plus d'activité politique. Pourquoi je suis un politique? Donc, ça c'était entre parenthèses, hein, parce que Mademba l'avait posé à René, là, je profite pour répondre à tout le monde. Beaucoup de journalistes m'ont envoyé des messages pour me railler. Ils me disent, je ne suis pas de société civile. Je n'ai pas de nom politique. Bon, voilà donc la réponse. Maintenant, en ce qui concerne, d'abord revenons à notre problème. Vous savez, depuis le début, on a été très clair sur notre objectif stratégique. Ce que nous voulons, et nous l'avons dit très clairement à tout le monde, c'est une nouvelle république. Ah oui, ça on l'a dit très clairement, depuis très longtemps. C'est une nouvelle république. Et cette nouvelle république demande une nouvelle constitution. Et ça, c'est clair depuis très longtemps. C'est sur cette base que nous nous sommes engagés dans les assises nationales et la CNRI. Nous sommes pour le projet de constitution de la CNRI. C'est ce projet de constitution qu'on a pris, plus les conclusions pour en tirer la substance du pacte, auquel nous avons convié tous les candidats aux dernières élections présidentielles pour leur dire est-ce que vous vous engagez dans ça ou pas? Et nous avions 13 candidats qui se sont engagés. Aujourd'hui, et du point de vue stratégique, j'ai expliqué la dernière fois, mais je voudrais revenir encore sur l'explication. Lorsqu'on lutte pour un objectif stratégique, selon les contextes et selon les moments, on est obligé d'adapter sa lutte. Mais notre lutte, l'objectif est clair. Lorsque les assises, les conclusions des assises ont commencé à tomber en panne sous plusieurs critiques, nous avons travaillé la substance des assises pour faire le pacte et lancer le pacte avec les élections présidentielles, et ça a donné un rebond au débat sur le pacte. Et comme je vous l'ai dit, 13 candidats l'ont signé. Depuis, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas eu la réaction attendue de la part du pouvoir en place. Nous ne l'avons pas eu. Nous entendons le président de la République qui a signé le pacte dire qu'il va faire une réforme constitutionnelle. C'est lui qui le dit. Il l'annonce dans son discours de fin d'année. Nous disons comment nous allons saisir cette opportunité, puisqu'il dit qu'il va faire une réforme constitutionnelle. Il y a deux possibilités, où nous l'attendons qu'il fasse sa réforme et nous commençons à nous battre pour dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ou bien nous disons, nous anticipons et nous disons au président voilà ce que nous attendons si vous voulez faire une réforme. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous saisissons cette opportunité pour continuer notre lutte. Et elle n'est pas encore finie. Elle va se poursuivre. Mais attention, qu'on ne dise pas, vous n'avez pas encore les résultats ou vous n'avez pas encore l'environnement, donc vous devez laisser tomber. Non. Quels sont les militants qui l'ont fait? Quels sont les militants qui ont eu un objectif stratégique avec plein d'obstacles devant eux? Ce pays-là, qui a été gouverné par un parti unique, à l'époque, quel était l'horizon par rapport à un parti unique?
Les gens se sont bataillés. Il y a eu des gens qu'on a mis en prison, il y a des partis qu'on a dissous, on a tout fait. Mais ça n'a pas empêché les gens de continuer leur lutte jusqu'à obtenir le pluralisme politique. Le mouvement syndical, c'était la même chose. Il n'y avait qu'un seul syndicat de participation responsable que le pouvoir acceptait. La lutte a été dure, l'UNTS a été dissous. Le CES a été dissous comme syndicat, les dirigeants mis en prison, enforbés et tout cela. Et tout cela n'a pas arrêté la lutte, jusqu'à ce qu'on gagne le pluralisme syndical. La presse, c'est exactement la même chose dans ce pays. Il n'y avait qu'une presse d'État. Mon bonhomme là fait partie des prisonniers à l'époque à cause de la presse. Ça n'a pas empêché les gens de se battre jusqu'à obtenir la presse plurielle d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on se mette aussi en perspective. Qu'on ne se dise pas, aujourd'hui c'est difficile, il y a trop d'obstacles, il y a ceci, vous n'avez pas telle condition. Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer notre lutte. Ça a été toujours comme ça qu'on a gagné les changements dans les pays. Ceci dit, il y a rapidement un certain nombre de remarques. Nous allons avoir certainement une intercommission. Ce que je souhaiterais, c'est que les présidents et les rapporteurs des commissions constituent une intercommission. Le travail, il est simple. C'est d'intégrer tout ce qui est intégrable dans nos discussions, d'une part, et d'autre part, de nous rendre un travail opérationnalisable. On n'est plus au niveau de la réflexion stratégique, et tout. Opérationnalisé. C'est-à-dire quelque chose qui permet d'aller à l'action. Voilà ce qu'on leur demande. Opérationnaliser. Donc, travailler en intercommission pour opérationnaliser. Cela dit, il y a des choses qui ont été posées, mais qui font partie déjà de ce qui est dit. Je ferai quelques remarques juste sur la séparation des pouvoirs. Que les magistrats ne veuillent pas que l'exécutif parte du Conseil supérieur de la magistrature, c'est leur problème. Vous savez que quand on faisait la législation pour l'interdiction du travail des enfants, les parents ont refusé. Est-ce que vous le saviez? Les parents, ils ont dit non, on veut que les enfants travaillent parce que ça nous donne des revenus. Mais le principe, c'était l'interdiction du travail des enfants, que les parents le veuillent ou pas. Ici, le principe, c'est la séparation des pouvoirs. Que les magistrats veuillent que le président de la République préside le conseil de la magistrature, c'est-à-dire décide de leur promotion et de leur affectation, ça c'est leur problème. Mais le principe pour lequel nous luttons, c'est qu'ils doivent être séparés. Le président de la République n'a rien à voir au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. L'argument ne peut pas être les magistrats le veulent. Quand les magistrats veulent quelque chose qui est contraire au principe, c'est le principe qu'on applique. Et le principe, c'est la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs interdit que le président puisse avoir cette influence au niveau des magistrats. Parce que s'il l'a, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Donc soyons très clairs sur ces choses-là. Ça nous permet d'avancer. Deuxièmement, l'éthique et les textes. Les collègues ont raison de dire qu'il y a des problèmes d'éthique. Parce que c'est vrai, quelquefois, j'ai eu la discussion quelquefois avec des leaders d'État même, qui me disaient, mais vous savez, en France aussi c'est comme ça. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Mais la culture et les pratiques, c'est pas la même chose. Et donc, ceux qui parlent d'éthique ont raison. La culture et les pratiques, ça joue. Mais
évitons de mettre la question au niveau personnel. Parce que nous ne pouvons pas décider des affaires du pays à partir de l'éthique personnelle de chaque individu, qui peut être d'ailleurs une éthique très différente. Il y a des gens dont l'éthique est basée essentiellement sur la religion, par exemple. D'autres dont l'éthique est basée sur les droits de l'homme. Donc nous avons des éthiques qui peuvent être très différentes. Mais il doit y avoir une éthique qui nous dépasse et qui nous transcende et qui nous engage tous. C'est le texte de la Constitution. C'est l'obligation qui pèse sur tout le monde. Et c'est pourquoi quand quelqu'un, par son éthique personnelle, déroge, on peut le critiquer et on peut le combattre. Donc, c'est vrai ce que vous avez dit sur l'éthique. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'il y ait un texte qui dit voilà les obligations qui s'imposent à tout le monde. Maintenant, celui qui déroge, on verra ce que la loi fera avec. Et cela est important. La question des sessions citoyennes, c'est des modalités. Les sessions citoyennes de consultation et d'autres formes, c'est des modalités. Nous avons une bataille future, ne l'oubliez pas. Même si nous gagnons cette bataille de la Constitution, nous gagnons pour l'essentiel une bataille de principes et d'orientation fondamentale. Mais nous aurons une bataille au niveau des modalités. Les lois organiques seront un autre champ de bataille pour que les lois organiques soient cohérentes avec les principes de la Constitution. Les lois d'orientation des différents secteurs, dans quelle mesure elles sont conformes également à la Constitution. Donc, notre bataille ne va pas s'arrêter à la Constitution. Lorsque nous aurons gagné la bataille sur les principes et les orientations fondamentales, il faudra continuer la bataille sur les lois organiques, il faut continuer la bataille sur les lois d'orientation. Je crois que pour l'essentiel, c'est ça que je voulais dire. Le reste, maintenant, l'intercommission prendra en charge les différentes observations et suggestions qui sont faites et qui sont conformes, évidemment, à l'orientation que nous avons décidée ensemble. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, avec la saisie de cette opportunité, dans la revendication maximale, nous sommes dans une revendication minimale avec un certain nombre de changements que nous disons que ceci est nécessaire si Diomaye veut réformer la Constitution. Nous ne sommes pas encore à notre nouvelle République, hein? Pas encore. Soyons clairs là-dessus. Nous lui disons, si vous voulez changer la Constitution, voilà un minimum qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà un minimum. Voilà. Parce qu'il dit qu'il veut changer la Constitution. Je vous remercie. Président, juste avant de conclure, oui. Je voulais juste rappeler les membres de l'intercommission. Oui. Hein, pour que les gens sachent. Donc il y a Aram, qui sera Youssouf Ndiaye, Denis Nour, Paul-Dominique Correa, Papis Thiabou et Fali Loukat. Voilà. Donc, et Falilou est chargé de convoquer cette intercommission. J'allais filer le bébé à Youssouf. Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup.